Et je suis toujours avec Frédéric Vitou pour une actualité multiple, L'assiette du chat chez Grasset, l'album Céline dans la Pléiade. Si vous achetez 3 volumes de la Pléiade, vous avez un des plus beaux petits livres sur Louis-Ferdinand Céline jamais publié, et gratuitement. Et puis également la nouvelle version de La vie de Céline, toujours Frédéric Vitou, et c'est en folio, 900 pages, augmenté, évidemment, compte tenu d'une actualité qui est incroyable, qui est donc ces 3 manuscrits qu'on a retrouvés, plus que 3, mais enfin 3 viennent d'être publiés, dans son appartement de la rue Girardon, donc qui avait été volé et qui ont miraculeusement réapparu en 2021. Voilà. Alors, je sais qu'on est d'accord sur certains de ces textes. Il y a donc eu Guerre qui est sorti en fin 2022, oui, je crois. Puis Londres, puis maintenant La volonté du roi Krogold. J'ai donc lu de votre album Céline, vous êtes assez sévère avec ce choix de rééditer les manuscrits non corrigés par l'auteur. Ah non, je ne suis pas du tout sévère sur le fait de les recorriger. Simplement, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on fasse passer, ou que certains fassent passer des brouillons, des tentatives d'écrire des choses qu'il a volontairement laissé tomber, à laquelle il n'a jamais donné suite, pour des œuvres achevées ou des œuvres inédites. Non. Guerre, c'était une tentative de roman qu'il abandonne complètement. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il faut les publier, évidemment. La Pléiade, c'est formidable pour ça. Les faire passer pour des œuvres inédites me semble pas tout à fait convenable. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant par défaut, parce que ces livres-là montrent tout l'état tâtonnement d'un écrivain de génie qui, après le voyage, cherche à trouver une autre petite musique, pour reprendre une métaphore qui était chère à Céline. Et donc, on voit qu'il ne la trouve pas, mais il y a des tâtonnements, il y a parfois des passages sublimes, des images extraordinaires. Voilà. Et donc, c'est vraiment un événement, parce que ça remet en question toute la manière dont Céline retravaillait et cherchait à arriver à une forme qui le satisfasse. Alors l'album Céline, donc que vous avez écrit, comme toujours dans la collection des albums de la Pléiade, pour ceux qui ne savent pas, c'est d'abord des photos, c'est énormément d'iconographie exceptionnelle, et vous avez fait une sorte de biographie condensée de Céline, qui, franchement, pour ceux qui connaissent pas l'œuvre de Céline, c'est une introduction parfaite à l'œuvre et à la vie de Céline, et une vie qui est très symbolique du XXe siècle au fond. Je me suis demandé même si, pardon, mais si vous n'aviez pas eu cet intérêt pour Céline très tôt dans votre existence, quand vous étiez étudiant à la Sorbonne, vous avez consacré une thèse à Céline, si c'était pas aussi un moyen de parler de votre père. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Je pense que l'une des raisons, il y en a eu d'autres, le fait par exemple que je cherchais un sujet neuf pour un doctorat c'est de 3e cycle à l'époque, et que Céline n'avait jamais fait l'objet d'aucun travail universitaire. C'était un sujet tabou, à Nanterre, Frédéric, à Nanterre, en mai 68, imaginez, ou en mars 68. C'est surprenant même qu'ils aient accepté. J'ai trouvé un professeur qui n'avait jamais lu Céline, qui m'a dit, je veux bien, mais je pourrais pas vous aider. C'était, voilà. Mais en effet, probablement, ce que vous venez de dire est tout à fait exact. Mais puisque vous vouliez pas blesser vos parents, donc du coup, vous vous êtes dit, mais je voulais aussi comprendre mieux ce paysage littéraire et politique et toute la montée de l'antisémitisme dans la France de l'immédiate avant Deuxième Guerre mondiale. Tout ça m'intéressait, mais aussi le fait que quand j'ai lu à 17 ans et demi Voyage au bout de la nuit, c'est l'un des rares livres, mais très rares livres, dont je peux dire que je n'ai pas été le même après la lecture qu'avant. On a des livres qui vous enchantent, mais des livres dont on dit il y a un avant et un après dans votre vie, dans votre émotion, mais dans même votre pour la sensibilité. littérature française. Oui, j'ai l'impression d'avoir vu le monde différemment après avoir lu Voyage au bout de la nuit, et ça c'est décisif. Et alors comment avez-vous travaillé ? Est-ce que vous travaillez à partir des photos ou indépendamment ? Non, pas du tout. Vous avez tout à fait raison de dire que autrefois les albums Pléiade, ils appelaient ça des iconographies commentées. Aujourd'hui, depuis quelques années, ils ont un peu changé l'optique, c'est-à-dire bien sûr un travail de recherche formidable sur les photos, mais aussi ils souhaitent,
qu'ils réussissent ou non, j'en sais rien, c'est pas à moi de le dire, un vrai texte d'un connaisseur et si possible d'un écrivain qui écrive un vrai texte. Donc moi j'ai commencé à écrire le texte, je connais à peu près l'iconographie célinienne, mais il y a des photos qu'on n'a jamais vues, qui sont dans cet album et qui sont exceptionnelles. Donc j'ai essayé, enfin ce qui était impossible à faire, c'est qu'en l'espace de, on dirait dans le jargon de 150 000 signes, c'est-à-dire en gros d'une centaine de pages dactylographiées, il fallait à la fois raconter, avoir un fil chronologique de toute la vie, avoir un ton, si possible, écrit à peu près correctement, avec pas platement comme un universitaire besogneux, et aussi un regard critique sur l'œuvre. Oui. Et évidemment, et pour les raisons qui s'imposent d'ailleurs, ne rien oublier de ce qui est au passif de Céline. Je pense à ses écrits antisémites d'avant-guerre et son comportement sous l'occupation. Donc c'était quasiment impossible. Et j'ai essayé de tout faire tenir là-dedans. Et c'est un travail qui m'a intéressé, mais qui m'a pris beaucoup de temps parce que, comme vous savez, c'est toujours plus long de faire court. Non, mais c'est vrai que c'est très efficace et il y a effectivement un ton. Alors, la question taboue, mais c'est une question que tout le monde se pose. Faut-il maintenant qu'on a réédité les manuscrits retrouvés, est-ce qu'il faut publier les pamphlets Bagatelle pour un massacre, par exemple, que Gide adorait. En vous lisant, on s'aperçoit que Gide aimait Bagatelle en 1937, oui. Alors qu'il était le patron de la NRF. Oui, c'est-à-dire qu'il a été frappé par Bagatelle, et il a dit on ne peut pas prendre cela au sérieux. Et il a cru que c'était une grande blague, et pour lui c'était comme Don Quichotte, c'était un personnage qui attaquait des moulins à vent. Les moulins à vent c'était les Juifs. Évidemment il ne soupçonnait pas qu'il y avait quand même un autre Don Quichotte inquiétant qui était à la tête de l'Allemagne nazie. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a eu une incrédulité au départ vis-à-vis des pamphlets. Quant à la question de savoir s'il faut je n'en sais rien. Céline a toujours dit, c'était des livres de circonstances que j'ai écrits à une époque donnée pour un but donné. Le but donné, c'était le pacifisme, empêcher la guerre contre Hitler, donc dans son raisonnement absurde, dénoncer les Juifs qui vont vous pousser à la guerre contre Hitler parce qu'eux, ils ont intérêt à le faire parce que Hitler est leur ennemi. Le raisonnement est tout à fait absurde, mais enfin, c'était en gros cela. Donc il a dit, ces écrits ont fait assez de mal. C'est des écrits de circonstances, je ne souhaite pas qu'on les republie. Lucette Détouche, la veuve de Céline, oui. qui est morte il y a quelques années, et que vous avez très bien connue, très bien connue, a toujours été fidèle au souhait. Maintenant, on ne peut pas, on dirait intellectuellement, rayer et gommer ce qui existe, et que les chercheurs ont le droit de savoir. Donc je pense qu'une vraie très bonne édition critique, avec toutes les sources complètement délirantes, fantaisistes, absurdes, tous les fonds de tiroir de la propagande allemande. C'est incroyable cette propagande bâclée. Oui, faire au fond le même travail sur les pamphlets de Céline que sur Mein Kampf. Si vous voulez. Voilà. Oui. Donc je pense qu'il faudrait un jour ou l'autre, en Pléiade peut-être, ou je ne sais pas, publier que ça, mais à condition de prendre 1000 précautions. Et en même temps, je reconnais que l'antisémitisme n'est pas mort aujourd'hui, même s'il a changé pour l'essentiel, s'il a changé d'origine, c'est compliqué. Moi, j'avoue que j'ai pas d'idée franche là-dessus. Je suis déchiré. Oui. Entre la volonté de connaissance, et je ne crois pas que l'oubli, occulter un texte, mettre sous le tapis, ça résoudra les choses. Et je me rends compte aussi du danger qu'il y a à les republier. Et vous nous apprenez notamment un fait qui est inédit dans votre album Céline, c'est que Céline a écrit à la Gerbe pour se plaindre qu'on dise du bien de Henri Bergson à sa mort. Donc c'est-à-dire qu'il était quand même vraiment forcené dans la haine absolue. Céline, c'était en 41. Ouais, il y a mille explications. Ça m'aurait 3 heures d'émission sur l'antisémitisme de Céline. Mais en effet, c'est une lettre. L'ancien secrétaire général de la Gerbe, qui m'avait écrit après la parution de ma biographie, m'avait dit quelque chose qui vous intéresserait. J'ai vu cet homme qui avait été un ancien de la LVF, donc un homme plutôt compromis pendant l'occupation, donc les volontaires français contre le bolchevisme, les soldats français qui se sont ralliés à l'armée allemande pour lutter contre les Russes, m'avait donné cette lettre. C'est une lettre en effet à la morgue de Bergson en 41, Chateaubriand, qui dirigeait la Gerbe, qui était un journal
ultra collaborateurs, hein. Mais malgré tout, par estime pour la grande figure de Bergson, ils avaient fait ce qu'on appelle une nécrologie. Oui, plutôt élogieuse. Et Céline, pathologiquement antisémite, écrit une lettre d'insulte à Chateaubriand. Alors Chateaubriand, Alphonse de Chateaubriand, hein, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Vous avez raison. Et il lui dit, êtes-vous antisémite, oui ou merde, décidément, vous n'en ratez pas une. Mais vous savez, la pathologie de Céline, c'était le père de Dominique Fernandez, Ramon Fernandez, qui a dirigé la NRF au moment sous l'occupation. Et Dominique Fernandez, qui a lui aussi écrit un très beau livre sur son père, Ramon. Oui. Et Dominique Fernandez me disait qu'un jour, son père lui avait raconté qu'il était avec Céline dans la rue de Rivoli, un régiment allemand défile au pas de loi, et Céline dit à Ramon Fernandez, « Oh, t'as vu, c'est terrible, c'est terrifiant, t'as vu ce qu'on voit là ?» Alors je dis, bah oui, c'est effrayant, les Allemands à Paris. Céline était très germanophobe par ailleurs. Hein. Ouais, c'est quand même, qu'il aurait dit, c'est très triste. Mais non, me dit Céline, mais regarde-les, des petits là, c'est des petits brins là, tout. Il n'y a pas un qui n'est pas juif, mon vieux, il n'y en a pas un qui n'est pas juif, en montrant un régiment allemand qui défilait. Donc, ça n'excuse rien, mais ça montre aussi le côté complètement fou. Maladif. Ouais. Oui. Aujourd'hui, Céline serait sans doute cancelée, effacée. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'ailleurs une possibilité qu'un jour on cesse d'imprimer le voyage ou le mort à crédit ou vous voyez, vu le retour de ce qu'on appelle la cancel culture aujourd'hui, la culture de l'effacement. L'idée qu'on peut être une ordure et avoir du génie, est-ce que cette idée-là, elle va tenir? J'ose l'espérer. J'ose l'espérer, parce qu'on a vu aussi Voltaire en prend plein la figure parce qu'il avait passé de l'argent dans la traite des négrières, dans le commerce triangulaire. Si vous voulez, Céline, le problème, c'est que Céline est arrivée à un stade d'importance littéraire aujourd'hui. Il est considéré, la littérature, c'est pas le tertiaire, premier, deuxième, troisième, mais enfin comme l'un des 2 ou 3 plus grands écrivains français du XXe siècle. Céline est l'écrivain français, non pas en quantité de livres, mais en nombre de traductions le plus traduit dans le monde. Il n'y a pas un pays qui ait fait l'économie de Céline. Il est même traduit en hébreu d'ailleurs. Les Israéliens ont considéré qu'on ne pouvait pas faire l'économie de connaître Céline. Donc je crois qu'on est arrivé à un stade où ça va être très dur de l'interdire. Reste que les bien-pensants... Moi, vous savez, quand j'ai commencé à faire mon premier livre sur Céline, qui était en fait ma thèse de doctorat un peu débarbouillée de son jargon universitaire, dans l'Humanité, j'ai eu des articles terribles. Mon livre et tous ceux qui le soutiennent font la liaison avec les discours fascistes d'avant-guerre. Et des années plus tard, quand ce livre, la biographie de Céline, a eu le Goncourt de la biographie, je rencontre les membres de l'Académie Goncourt qui m'invitent à déjeuner. Et il y avait André Stille, ancien patron de l'Humanité, stalinien pur et dur toute sa vie. Et je crois que c'est Nourricier me dit, on vous a donné le prix à l'unanimité des Goncourt, l'unanimité. Alors je vois André Stille qui était en face de moi à table, et je lui dis, mais vous avez voté pour moi? Il me dit, évidemment. Puis entre nous, Céline, c'est le plus grand. Céline, c'est le plus grand. Alors que l'Humanité demandait l'interdiction du journaliste de la radio-télévision française qui avait annoncé la mort en une phrase. Hier est mort l'écrivain de Ferdinand Céline. Ils avaient demandé le renvoi. Oui, donc à partir du moment où même un communiste vous avez adoubé, ça va. Oui, mais aujourd'hui les communistes, vous savez, avec les bien-pensants d'aujourd'hui... Bon, alors, on a votre troisième choix musical, c'est Rossini. Questo è un nodo avviluppato. Oui, c'est un imbroglio impossible à démêler. Je suis toujours en compagnie de Frédéric Vitoux de l'Académie française, qui vient de publier L'Assiette du chat chez Grasset, des souvenirs d'enfance, mais aussi l'album Céline dans la Pléiade, La vie de Céline augmentée dans une nouvelle édition en folio. Alors, je vous ai posé en début d'émission une question et vous n'y avez toujours pas répondu par ma faute. Il y a quand même quelque chose de bizarre. Un des plus grands spécialistes de Céline, vous n'êtes pas célinien. Vous n'êtes pas célinien dans votre écriture. Vous n'utilisez que très peu l'argot, vous écrivez dans une langue très claire, très simple, très classique. Alors, pourquoi ce paradoxe? Je ne suis pas sûr que ce soit un paradoxe. Je crois que les très très grands écrivains, ce ne sont pas ceux qui ouvrent des portes, je crois que ce sont ceux qui les ferment. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout d'une démarche.
après Joyce, le monologue de Ulysse, et a fortiori Finnegan's Wake, on peut plus rien faire. Ouais. Bon, je crois qu'après Proust, une certaine forme d'étude de complexité millimétrique sur les sentiments, on peut plus le faire. Après Céline, il pousse à sa limite une forme de petites musiques éclatées, des shrapnels de mots qui éclatent comme ça partout, et une violence en même temps, et une sorte de pulvérisation de la langue. On peut pas, c'est fini. Ceux dont on dit qu'ils sont des céliniens aujourd'hui, ils peuvent être des beaux écrivains, mais c'est malgré ce qui pourrait paraître comme un pastiche mauvais à ce moment-là de Céline. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui me touche beaucoup chez Céline, bien sûr, c'est un homme qui a une grosse voix, mais c'est quelqu'un aussi qui est l'écrivain du murmure et du silence. Les points de suspension, c'est la dentelle c'est les jours dans la dentelle de sa mère et de sa grand-mère. Oui. Je crois ce qui me frappe chez Céline, c'est cette obsession qu'il a de la légèreté. Oui. Au fond, ce qu'il aime, c'est la danse, c'est-à-dire ce qui échappe à la pesanteur. Ce qu'il aime, c'est les animaux, c'est les chats, la grâce. Ils ne sont pas comme les hommes, tributaires d'une décomposition progressive du corps, d'une lourdeur d'âme, d'une lourdeur d'esprit, d'une médiocrité, tout ce qu'il est. Alors il écrit sur ce qu'il déteste en même temps, c'est vrai, mais pour moi, pourquoi j'aime Rossini, pourquoi j'aime Stendhal, c'est vrai que je me suis adonné à Rossini ou à Stendhal après avoir fermé la page, du moins je le croyais, la page célinienne, parce que c'est précis, ou même Ginger Rogers, ou même la peinture de Tiepolo, ce que vous voulez, c'est que chez Rossini, c'est l'intelligence et la malice et la sensualité légère, drôle. Oui. C'est un des rares grands compositeurs. C'est pas Beethoven, c'est pas Mozart, c'est pas Wagner, c'est pas Bach évidemment, mais c'est un très bon musicien, intelligent, dont les opéras là aussi sont drôles. Et là ce Sextuor là de la fin de la Cenerentola, bon, je sais pas si on a tout entendu, mais je crois pas, mais c'est drôle, c'est malicieux, c'est intelligent, chaque personnage comprend rien à ce qui se passe quand on découvre que le roi va épouser la Cendrillon, quoi, ou le prince, et j'aime ça, quoi. J'aime cette légèreté à laquelle aspirait Céline. Céline, au fond, c'est un léger qui rencontre l'horreur de la guerre, et traumatisé par sa blessure qui est pendant la Première Guerre mondiale. Du coup, il se retrouve à essayer de rester léger, mais il n'y arrive jamais, il n'y arrive pas. Vous avez raison. Et ça m'a toujours frappé, le grand entretien qu'il avait donné à la télévision avec Pierre Dumayet, après l'apparition de Dan Châteauneau, dans Lecture pour tous, c'est une émission qui est importante. Et la dernière question que lui avait posée Dumayet, c'était, il est d'usage qu'on demande aux écrivains sur votre lit de mort, quelle est la dernière phrase que vous aimeriez avoir, ou que vous voudriez prononcer peut-être. Et il a répondu, je dirais, les hommes sont lourds. Ouais. Les hommes sont effroyables, sont des marteaux-piqueurs de lourdeur. C'était ça, sa dernière phrase, les hommes sont lourds. Ouais. Alors, je fais un